que les médias propagandistes, les gens menteurs ne vont jamais vous montrer. Kenyans dignes, intègres sont en train de dire cette réunion, eux connaissent que quand la France passe quelque part, ce n'est pas pour le bon. Madame me demandait de monsieur, comme vous voyez actuellement les manifestations vers le côté du Kenya. Des dizaines de chefs d'État africains sont actuellement avec Macron au Kenya. Les Kenyans disent non à ce sommet France-Afrique. Il y a des centaines de personnes qui ont été enlevées. Vous avez dit 30 autres pays étaient présents, mais est-ce que Ibrahim Traoré est là? Non. Est-ce que Assimi Goïta est là? Non. Est-ce que Tiani est là? Non. Mais quel est le sentiment des peuples africains vis-à-vis de ces trois présidents que je viens de citer? Macron chassé du Kenya. La population kenyane a retourné sa veste. Plusieurs manifestants sont sortis dans la rue, prêts à tout pour empêcher la France de s'installer. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, d'autres blessés. Les rues du Kenya n'ont pas été faciles. Il y a des moments dans l'histoire qui ne se planifient pas. Des moments où une visite officielle, pensée dans les plus hauts cercles du pouvoir, se heurte à la colère brute d'un peuple qui n'a pas été convié à la table des décisions. Nairobi a vécu l'un de ces moments. Et ce qui s'est passé dans les rues de la capitale kenyane lors du sommet Africa Forward ne ressemble à rien de ce que les communicants de l'Élysée avaient prévu. Ce n'était pas censé se dérouler ainsi. Emmanuel Macron était venu pour écrire une nouvelle page. Il est reparti avec une image fracassée, des images de manifestants ensanglantés, des arrestations arbitraires, des rues envahies de gaz lacrymogènes et une question que toute l'Afrique se pose désormais à voix haute. Est-ce que la France a vraiment changé ou est-ce qu'elle cherche simplement à changer de terrain? Pour comprendre ce qui s'est passé à Nairobi, il faut d'abord comprendre ce que représentait ce sommet. Africa Forward n'était pas une simple réunion diplomatique de plus. C'était une tentative délibérée, calculée, stratégiquement construite de repositionner la France sur le continent africain après des années de revers cinglants. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, trois pays du Sahel où des soldats français ont dû plier bagages sous la pression des coups d'État militaires et de la rue. Trois pays où des foules ont brûlé des drapeaux tricolores. Trois pays où le mot France est devenu synonyme d'humiliation, d'exploitation et de domination néocoloniale. Après ces déroutes successives, Paris cherchait un nouveau point d'ancrage sur le continent. Et le choix s'est porté sur Nairobi, sur le Kenya, sur un pays anglophone, sur un pays qui n'a jamais été sous domination française. Un pays considéré comme politiquement stable, économiquement dynamique et surtout moins contaminé, selon les calculs de Paris, par les mémoires anti-françaises qui ont embrasé l'Afrique de l'Ouest. C'était le calcul. La réalité a été toute autre, parce que la colère qui a déferlé sur les rues de Nairobi n'est pas née d'une mémoire coloniale franco-kenyane. Elle est née de quelque chose de bien plus profond, de bien plus universel, de bien plus dangereux pour les puissances qui pensent encore pouvoir acheter l'Afrique avec des discours sur le partenariat. Cette colère est celle d'une génération africaine connectée, informée, qui regarde ce qui se passe au Sahel, qui regarde ce qui se passe en Libye, qui voit les images, qui lit les analyses, qui comprend les mécanismes de la domination et qui dit non. Pas dans les urnes, dans la rue, les corps en avant, les pancartes levées, les poings serrés. Quand les militants kenyans ont commencé à diffuser les appels à manifester contre la venue de Macron, beaucoup d'observateurs ont pensé que le mouvement serait marginal. Après tout, la France et le Kenya n'ont pas d'histoire coloniale commune. Les cicatrices que portent les générations burkinabées, maliennes ou nigériennes ne sont pas les mêmes que celles des Kenyans. Mais voilà ce que ces observateurs ont mal compris. L'anticolonialisme d'aujourd'hui n'est plus national. Il est continental, il est panafricain. Il circule sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Il traverse les frontières à la vitesse d'une connexion Internet. Et quand des jeunes Kenyans se réunissent pour crier « Macron hors du Kenya », ils ne parlent pas de leur propre histoire avec la France. Ils parlent de celle du Sahel, ils parlent de Kadhafi, ils parlent des accords monétaires du franc CFA. Ils parlent de décennies de pillages organisés sous des noms différents. Coopération, aide au développement, partenariat stratégique. Les premières images ont commencé à circuler en fin de matinée. Des groupes de jeunes rassemblés non loin des zones d'activité du sommet, portant des pancartes, scandant des slogans. Puis les forces de l'ordre sont intervenues. Et c'est là que la situation a basculé. Parce que la police kenyane n'a pas cherché à contenir pacifiquement le mouvement, elle a chargé. Des manifestants ont été arrêtés, d'autres ont été frappés, d'autres encore ont reçu des coups de matraque alors
qu'ils ne faisaient que marcher. Des images ont circulé montrant des personnes blessées, des gens emmenés de force, des foules dispersées à coups de gaz lacrymogène. Les militants avaient pourtant respecté la procédure. Ils avaient notifié la police de leur intention de manifester, comme la loi kenyane l'exige. Ils ne demandaient qu'une chose, exercer leur droit fondamental à la protestation pacifique. Ce droit leur a été refusé, et cette répression, loin d'étouffer la protestation, lui a donné une résonance internationale qu'elle n'aurait peut-être jamais eue autrement. Car voilà le paradoxe de ce qui s'est joué à Nairobi. Emmanuel Macron était venu pour prouver que la France était capable d'entretenir une relation nouvelle, égalitaire, respectueuse avec l'Afrique. Et pendant que ses équipes peaufinaient les discours sur le partenariat et la solidarité, la police kenyane chargeait des manifestants pacifiques dans les rues. La brutalité utilisée pour museler ceux qui refusaient la visite rappelait, selon les mots de nombreux commentateurs, les méthodes qui ont précisément rendu la France impopulaire en Afrique de l'Ouest. La répression n'était pas française, mais elle était au service d'une logique que beaucoup ont jugée identique. Faire taire les voix qui dérangent pour que le show diplomatique puisse continuer. Un des organisateurs de la manifestation, visiblement ému mais déterminé, a pris la parole devant les caméras. Il a dit quelque chose de simple, de direct, de dévastateur. Vous avez envoyé 30 présidents ici, mais où est Ibrahim Traoré? Où est Assimi Goïta? Où est Abdourahmane Tiani? Vous savez ce que pense le peuple africain de ces 3 hommes. Ce que vous appelez un sommet, nous l'appelons une humiliation. Et la même humiliation que l'impérialisme français a subi en Afrique de l'Ouest, il la subira aujourd'hui ici, à Nairobi. Ces mots ont été filmés. Ils ont été partagés des milliers de fois en quelques heures, parce qu'ils disaient ce que beaucoup pensaient tout bas. Il faut s'arrêter un moment sur la liste des absents. Le sommet Africa Forward réunissait une trentaine de dirigeants africains. Un plateau impressionnant sur le papier. Mais la liste de ceux qui n'étaient pas là était au moins aussi significative. Les leaders des juntes sahéliennes, Burkina Faso, Mali, Niger, n'avaient pas été conviés. Ou plutôt, ils n'avaient pas accepté de participer à une table présidée, même symboliquement par Paris. Et cela, les manifestants kenyans l'avaient bien vu. Pour eux, le choix des invités était révélateur d'une posture. La France ne voulait pas dialoguer avec ceux qui lui avaient résisté. Elle voulait construire une nouvelle coalition de dirigeants plus accommodants dans un nouveau pays, pour masquer ses défaites à l'Ouest. C'est cette lecture, peut-être simpliste, peut-être juste, certainement puissante sur le plan symbolique, qui a alimenté la colère des rues de Nairobi. Et puis il y a eu la scène. Cette scène qui a tout cristallisé, celle que des millions d'Africains ont vue en boucle sur leur téléphone. Pendant une session du sommet, Emmanuel Macron s'est levé, a saisi un microphone et a haussé la voix pour rappeler à l'ordre une salle qu'il jugeait trop bruyante. Hey, 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 3 mots, un geste, une posture, et soudain, tout ce que le discours officiel sur le partenariat et le respect mutuel avait tenté de construire s'est effondré en quelques secondes. Parce que les images parlent différemment des communiqués. Parce que le langage du corps ne ment pas. Parce que des générations entières d'Africains ont grandi avec ce sentiment d'être regardés de haut, corrigés, recadrés par des Occidentaux qui pensaient naturellement occuper la position d'autorité dans la pièce. Ce qui a rendu la scène encore plus frappante, c'est le contraste immédiatement établi par des internautes africains avec une autre vidéo. Une vidéo tournée en Norvège, en Europe, où Macron avait fait face à un public lui aussi agité, lui aussi critique, lui aussi bruyant. Dans cette vidéo, le président français ne criait pas. Il ne prenait pas le microphone pour morigéner la salle. Il demandait poliment, calmement, si on lui permettait de répondre. La différence de traitement était flagrante, criante, et elle a servi de combustible à une indignation déjà bien allumée. Si Macron peut supporter le bruit en Europe sans perdre son calme, pourquoi ne peut-il pas faire de même devant des Africains, devant des présidents africains, devant des dignitaires africains? Quelle est la logique qui autorise une telle différence de comportement, si ce n'est celle d'une hiérarchie implicite, instinctive, profondément enracinée dans une vision du monde où l'Afrique n'est pas tout à fait à égalité? La question a été posée partout. Sur les plateaux de YouTube africains, dans les groupes WhatsApp, sur les fils Twitter, dans les commentaires Facebook. Et la réponse qui revenait le plus souvent était la même. Cette scène n'est pas un accident, ce n'est pas une maladresse, c'est le reflet d'une mentalité qui n'a pas changé malgré les discours. C'est le visage réel du nouveau partenariat que Paris prétend offrir à l'Afrique. Et c'est précisément ce que les manifestants dans les rues de Nairobi avaient anticipé avant même l'arrivée de l'avion présidentiel. Pour bien saisir l'ampleur de ce qui s'est joué, il faut aussi replacer ces événements dans le contexte kenyan spécifique.
Le Kenya n'est pas un pays calme sur le plan politique en ce moment. Depuis les grandes manifestations de la génération Z, déclenchées par la controverse autour du Finance Bill, le pays a connu un réveil civique d'une intensité rare. Des jeunes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie ont appris à s'organiser, à coordonner, à mobiliser sans parti politique, sans syndicat, grâce à leur seul téléphone et leur détermination collective. Ce mouvement a forcé le gouvernement à reculer sur des mesures fiscales. Il a prouvé que la rue pouvait peser dans les décisions du pouvoir et il n'a pas disparu. Il s'est transformé. Il a élargi son champ. Il est devenu une énergie politique diffuse, disponible, prête à se cristalliser sur n'importe quel sujet perçu comme une injustice. La visite de Macron est arrivée dans ce contexte comme une allumette dans une pièce saturée de vapeur inflammable. D'un côté, un gouvernement kényan sous pression domestique, accusé de faire le jeu des élites étrangères au détriment du peuple. De l'autre, un sommet de haut niveau entre dirigeants africains et le chef de l'État français se tenant dans des hôtels de luxe pendant que des Kenyans ordinaires luttaient contre le chômage, l'inflation, la dette. Le fossé entre les deux réalités était trop visible pour être ignoré et les activistes anticolonialistes ont su le montrer, le filmer, le diffuser. Ce n'est pas une coïncidence si les pancartes levées à Nairobi portaient à la fois des messages anti-français et des messages contre la pauvreté, la corruption et l'injustice économique. Les manifestants ne séparaient pas la politique étrangère de la politique intérieure. Pour eux, c'était la même lutte, la même logique de domination, juste exercée à des échelles différentes. La France qui vient signer des contrats avec les élites de Nairobi, c'est la même logique que les élites de Nairobi qui signent des lois fiscales sans consulter le peuple. Dans les deux cas, le pouvoir circule entre ceux qui ont accès aux grandes tables et le peuple regarde de l'extérieur, supporte les conséquences et finit par descendre dans la rue. Voilà pourquoi la réaction kenyane à la venue de Macron ne peut pas être réduite à un simple sentiment anti-français. Elle est bien plus complexe que ça. Elle est le produit d'une convergence. Une convergence entre une jeunesse politisée, héritière des manifestations Gen Z, un sentiment continental de solidarité avec les peuples du Sahel, une méfiance structurelle envers les partenariats économiques perçus comme inégaux et une frustration interne face à un gouvernement jugé trop proche des intérêts étrangers. Quand tout cela se retrouve en un seul point de cristallisation, la réaction ne peut être que violente dans son expression, même si ses protagonistes ont clairement cherché à rester dans le cadre de la protestation pacifique légale. Et maintenant, le monde entier a vu ces images. Des manifestants blessés dans les rues de Nairobi, des arrestations filmées, des corps emmenés par la force, la police kenyane frappant ceux qui voulaient juste dire à voix haute qu'ils ne voulaient pas de cette visite, qu'ils n'acceptaient pas ce que ce sommet représentait. Ces images ont fait le tour du monde. Pas en quelques jours, en quelques heures, parce que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Les puissances mondiales peuvent encore contrôler les communiqués officiels, mais elles ne contrôlent plus les images. Et les images de Nairobi racontent une histoire bien différente de celle que Paris voulait écrire ce jour-là. Il y a une violence symbolique dans ce qui s'est passé à Nairobi que beaucoup de médias mainstream n'ont pas su nommer correctement. On a parlé de tensions, de manifestations isolées, de perturbations mineures. Mais les mots doux ne reflètent pas la réalité des corps. Il y a eu du sang dans les rues de Nairobi. Il y a eu des gens amenés de force, brisés, hurlant. Il y a eu la terreur dans les yeux de ceux qui avaient juste voulu exercer un droit fondamental. Et cette violence, celle exercée par la police kenyane pour protéger la sérénité d'un sommet diplomatique, est aussi politique que n'importe quel discours de Macron sur le partenariat. Elle dit quelque chose. Elle dit que le confort des élites pèse plus lourd que les droits des citoyens. Elle dit que la diplomatie a besoin de silence, pas de démocratie. Elle dit que certaines voix ne sont pas les bienvenues dans la grande conversation sur l'avenir de l'Afrique. Il faut aussi parler de la vitesse à laquelle tout cela s'est propagé. En quelques heures à peine, des vidéos tournées sur des téléphones basiques par des manifestants ou des témoins ordinaires avaient été vues par des millions de personnes. Sur TikTok, des comptes de jeunes Africains relayaient les images avec des commentaires incisifs, des analyses rapides, des comparaisons historiques. Sur Facebook, des groupes panafricains partageaient des fils entiers consacrés aux événements de Nairobi. Sur YouTube, des chaînes africaines, certaines avec des centaines de milliers d'abonnés, ont consacré des live streams à décortiquer en temps réel ce qui se passait dans les rues kenyanes. Ce n'est pas simplement de l'information qui circulait. C'était une conscience collective qui se construisait en direct. Une conscience qui disait « Ce qui se passe là-bas nous concerne tous. Ce qui arrive aux manifestants kenyans aujourd'hui pourrait arriver demain aux manifestants de Dakar, d'Abidjan, de Lomé ou de Kinshasa. »
Cette dimension continentale est peut-être la chose la plus importante à retenir de ce qui s'est passé à Nairobi. Pour la première fois depuis longtemps, on a vu une solidarité africaine s'exprimer non pas dans les salles de conférence ou les communiqués diplomatiques, mais dans les rues et sur les écrans. Des jeunes du Cameroun qui commentent en soutien avec les jeunes Kenyans. Des Sénégalais qui partagent les images avec des messages de solidarité. Des Maliens qui lisent dans ce qui se passe à Nairobi la continuation de ce qu'ils ont vécu dans leur propre rue. Cette connexion n'est pas accidentelle. Elle est le produit de 20 ans d'Internet africain, de générations élevées dans le multilinguisme digital, de jeunes qui ne pensent plus en termes de frontières nationales, mais en termes de destin partagé. Et c'est précisément ce que les stratèges de Paris n'ont pas correctement évalué. Quand ils ont choisi le Kenya pour ce sommet, ils ont calculé en termes de géographie et d'histoire bilatérale. Ils ont pensé, le Kenya n'a pas été colonisé par la France, donc la mémoire anti-française y est plus faible. Ce calcul n'est pas totalement faux, mais il est profondément insuffisant, parce qu'il ignore la dimension transfrontalière de la conscience politique africaine contemporaine. Il ignore que la jeunesse kenyane ne regarde pas seulement l'histoire du Kenya avec la France. Elle regarde l'histoire de l'Afrique avec la France. Et cette histoire-là est connue. Elle est documentée. Elle est enseignée de bouche à oreille, de vidéo en vidéo, de commentaire en commentaire. Elle vit dans les mémoires collectives d'une génération qui n'a pas connu la colonisation directe, mais qui en perçoit les prolongements dans chaque accord économique asymétrique, dans chaque base militaire étrangère, dans chaque discours condescendant d'un dirigeant occidental. Les manifestants kenyans n'ont pas protesté malgré l'absence d'histoire coloniale franco-kenyane. Ils ont protesté précisément parce qu'ils voyaient dans la visite de Macron le signe que la France, après avoir été chassée d'Afrique de l'Ouest, cherchait à prendre pied en Afrique de l'Est. Et cette idée que leur pays pourrait devenir la nouvelle tête de pont française sur le continent les a mis hors d'eux. Non par xénophobie, non par rejet de toute coopération internationale, mais par une lucidité politique croissante sur les conditions dans lesquelles cette coopération se déroule et sur qui en bénéficie réellement. La présence du président kenyan William Ruto aux côtés de Macron lors du sommet a elle aussi alimenté les tensions. Ruto, dont la cote de popularité domestique est en chute libre depuis plusieurs mois, s'est retrouvé dans la position inconfortable d'un hôte défendant un invité controversé pendant que ses propres citoyens se faisaient matraquer dans les rues. Ses partisans ont tenté de mettre en valeur les milliards d'euros d'investissement annoncés lors du sommet. Mais pour beaucoup de Kenyans, ces annonces ressemblent dangereusement à celles qu'ils ont déjà entendues auparavant. Des chiffres impressionnants dans des communiqués de presse qui se transforment rarement en emplois, en routes, en hôpitaux pour les gens ordinaires. La méfiance vis-à-vis des grands partenariats économiques n'est pas irrationnelle. Elle est le produit d'une expérience accumulée, d'une observation longue et douloureuse des écarts entre les promesses et les réalités. Pendant ce temps, à l'intérieur du centre de conférence de Nairobi, les discussions se poursuivaient sur l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l'agriculture, la technologie. Des sujets importants, certes, des investissements qui, s'ils sont bien structurés, pourraient effectivement bénéficier aux populations kenyanes et africaines. Personne ne dit que tout dialogue avec la France est par nature corrompu ou sans valeur. Mais la question que posaient les manifestants dans la rue n'était pas une question de chiffres ou de secteur d'investissement. C'était une question de conditions, une question de souveraineté, une question de savoir si ces partenariats sont conclus d'égal à égal ou s'ils reproduisent des structures de dépendance que l'Afrique cherche à surmonter depuis des décennies. Et sur ce plan, les images ont parlé à la place des discours. Quand on voit Macron corriger une salle africaine, comme un professeur rappelle à l'ordre des élèves indisciplinés, quand on voit des policiers kenyans frapper des manifestants pour protéger la sérénité,